Bonjour, je suis Mayolek, je suis Disneyphile. La dernière fois, j'ai évoqué l'idée assez étrange de faire une suite aux aventures de Bernard et Bianca, mais sachez que c'était plus par rapport à sa qualité intrinsèque et à son petit succès que son concept. Car un groupe de rongeurs philanthropes qui viennent régulièrement en aide aux gens, c'est un cadre qui peut très facilement engendrer des suites, voire toute une série dérivée. Et c'est vaguement ce qui a été fait dans l'esprit plus tard. Par contre, je ne saisis pas trop pourquoi, de tout ce qu'ils ont fait, Bernard et Bianca a été le film qui méritait une suite auprès de Disney Animation Studios. À tel point que ça a été la seule suite du studio jusqu'à très récemment. Et grand bien leur en a fait puisque ce film est passé plutôt inaperçu en comparaison des autres Disney classiques sortis cette décennie. Si bien qu'on a souvent tendance à oublier ce titre quand on évoque la période du second âge d'or Disney. Tout est contre moi. Est-ce injustement mérité? Déjà, est-ce qu'il est meilleur que le premier film? Non. Pas tout à fait. L'animation est largement au-dessus, c'est visuellement sublime comme les studios en avaient le chic dans les années 90. En dehors de ça, ça n'a pas grand-chose d'incontournable. En avant pour... Coucou Mayolek. Oh, PM, qu'est-ce que tu fais là? Oh, tu sais, vu que j'avais déjà fait une critique de ce film il y a déjà quelques temps, je voulais simplement vérifier, tu vois, que tu faisais pas de plagiat, pas trop de ressemblance, tu vois. Non, ne t'en fais pas, je donne mon propre avis sur le film. Et toi, t'aurais pas un peu plagié mes critiques des suites d'Aladin? Je dois y aller. En avant pour Bernard et Bianca au pays des kangourous. Avant de démarrer, j'aimerais souligner l'ironie que dans le premier film, Bernard n'arrête pas d'être superstitieux quant au nombre 13. Il ne reste à cette échelle que 13 barreaux. Superstition ridicule. Et que cette suite soit sortie 13 ans plus tard. Je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas ça me fait sourire. Notre histoire commence avec un joli zoom sur la savane australienne où se situe une maison isolée de tout, qui doit bien se faire chier pour s'approvisionner régulièrement. Hein. À moins qu'il bouffe des fleurs, on voit que ça dans le coin. Et on découvre notre enfant protagoniste qui a pour habitude de faire le mur, semble-t-il, pour rien. Sa mère remarque qu'il part et ça la dérange pas une seconde. Tâche d'être à l'heure pour le dîner. T'inquiète pas, maman. Pourquoi t'as fait ça alors? Le plaisir de jouer aux rebelles? Le passe-temps de notre petit Cody est d'aider les animaux et on l'informe qu'une aigle femelle est prisonnière d'un piège de braconnier. Tu es le seul à pouvoir la sauver. Oui, seul moi l'humain peut sauver cette créature, contrairement aux oiseaux qui m'accompagnent et qui pourraient atteindre l'endroit 100 fois plus facilement. Merci pour ce plan vital. On ne se refait pas à ce que je vois. Cela étant, ouais, on montre ce gamin risquer sa vie en escaladant une pente de 100 mètres et ça pose mon léger problème au sein de tout le film. Ce garçon est moralement trop parfait. Vas-y que j'aide tous les animaux qui passent. J'ai formé ma petite SPA locale, je suis prêt à escalader des montagnes pour les sauver, je reconnais les pièges des braconniers, ma mère c'est Diane Fossé. On nous présente cette espèce de grand sauveur de la faune locale, sans intro, sans explication, sans passif. C'est juste le bon samaritain du coin, et c'est à peu près tout ce qu'il définit. Ça le rend assez plat pour moi, et relativement peu crédible. Penny avait un caractère assez plat elle aussi, mais il était commun et ça la rendait assez identifiable en ça au moins. Là, on a presque affaire au futur nouveau Jésus, et ça ne lui donne aucun véritable impact en tant que personnage. Ne bouge pas. Reste tranquille. Voilà. Laisse-toi faire, ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus mangé de volaille, tu tombes bien. Bon, il sauve l'aigle et on a la scène enchanteresse que tout le monde vantera. Et je le reconnais, c'est sacrément sublime à voir. Ça parvient un peu à compenser le fait que c'est le seul moment de rapprochement entre eux et qu'on est censé y voir un lien ultra profond par la suite du film. Un lien ultra profond qui s'est forgé sur une seule rencontre de 5 minutes. Par contre, j'aurais une légère remarque. Pourquoi l'aigle ne parle pas? Je veux dire, les albatros parlent, alors pourquoi pas les aigles? À moins que ce soit une snob. Mais où est le papa aigle? Je te parle pas à toi. C'est un autre petit souci, la façon dont certains animaux parlent et d'autres non dans ce film ne suit aucune logique. Certains oiseaux peuvent parler, pas d'autres, certains reptiles peuvent parler, pas d'autres, certains insectes peuvent parler, pas d'autres. Dans le premier film, on discernait une meilleure cohérence à ce niveau-là, en dépit du fait que ça reste stupide que les humains ne prêtent pas attention à ça. Bref, après avoir fait la connaissance de la future petite famille, Cody repart vers chez lui mais tombe sur un autre animal en détresse. Ben, qu'est-ce que tu fais là, toi?
Comme ça se voit très clairement à l'état du sol. T'as de l'expérience là-dedans ou pas en fait? Je sais que c'est un piège et le braconnage est interdit par la loi. Donc tu connais le truc et pourtant ça t'a pas fait tiquer de voir une souris accrochée à une clochette. Tu pensais que c'était un jeu SM qui s'était mal fini? C'est là qu'on rencontre notre gros méchant principal qui est correct. Il a une présence un peu marquante et son varan de compagnie est un peu drôle, mais en dehors de ça, c'est le sale bête et méchant qui ne va pas plus loin que ça. Tu te crois malin, le poste de radio, hein, à vous? Qui est le plus malin des deux? Qui est en train de posséder l'autre? Quelqu'un comme Clayton a plusieurs couches de personnalité et on fait jouer son caractère pour appuyer le protagoniste. C'est plus qu'un vilain pas beau, alors que c'est tout ce que représente McLeish. De façon assez drôle, il est un peu l'opposé de Medusa. Medusa est intéressante par le rôle qu'elle joue dans la psyché de l'héroïne en étant assez pauvrement illustrée en termes de caractère et de dessin. Ici, on a un méchant bien illustré en termes de caractère et de dessin, mais qui n'a aucun impact en dehors de son personnage. C'est le sale méchant braconnier de passage qui doit faire obstacle parce qu'il faut un obstacle. Il finit par capturer Cody car il voit en lui une piste pour mettre le grappin sur l'aigle. Et il est peut-être temps de passer à la partie Bernard et Bianca du film, non? La souris qui a assisté à ça fait relayer le message jusqu'à New York, car il n'y a que de là-bas que SOS Société peut lancer des opérations de sauvetage. Ils n'ont pas d'autre succursale apparemment. Ce serait pratique pour ce genre de cas. Cette mission requiert nos plus fins limiers. Et je sais que nous pensons tous ici à deux éléments exceptionnels. Où sont-ils? Il faut retrouver Bernard et Miss Bianca sur le stand. Parce qu'on ne peut pas envoyer nos seconds meilleurs éléments. On a que ces deux-là en fait. Pourquoi est-ce que je zozote maintenant? Bernard veut demander Bianca en mariage à un dîner, mais il perd sa bague et gag. Ah mais quelle mise en place hilarante! Je me demande si ça va amener à un quiproquo cocasse! Un quiproquo cocasse plus tard, ils reçoivent la mission et doivent partir en urgence aux grandes dames de Bernard. Il n'y a personne partout. Bernard, vous avez passé l'âge de faire des boules de neige, voyons. Tu crois qu'il a fait exprès de se faire ensevelir, connasse? Oh, attendez, excusez-moi, c'est censé être une blague. Ha, 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 ha. Mais l'albatros de la dernière fois n'est pas là, et à la place, on a... Les enfants sont faits pour faire résonner la maison de leur rire, pour manger des gâteaux, boire du lait qui leur fait des moustaches de chat. La version chiante de Flagada Jones. Ce personnage à lui seul représente la moitié de la perte de temps qu'on avait dans le premier film. Il fait de l'humour puéril forcé constamment, basé en grande partie sur le fait qu'il ne la ferme jamais. Oh, mais quel honneur, cher ami. Moi, je suis charmé, signorina, permettez. Qu'est-ce que vous diriez d'un cocktail mangue, pêche, araignée, hein? C'est nouveau, ça vient de sortir. Oh non, 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 oh non, 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 non. Panique! J'arrive, mes amis! C'est moi, le Concorde à pied palmé. Oh, je deviens poussif. Il va falloir que je me mette au régime. Ta gueule! Ils se rendent en Australie, principalement par avion. Alors à quoi il sert l'albatros? Direct. Vous me prenez pour qui? Surtout que le reste du chemin pouvait se faire en train. Vous ne voulez pas qu'on se renseigne sur les horaires des trains, Miss Bianca? Un peu plus tard, et plus loin, on voit Souris, Indiana Jones qui joue avec sa mouche de compagnie aux Dames Magiques, où les pièces changent de couleur entre deux plans, disparaissent le plan suivant, et réapparaissent dans une disposition différente le plan encore après. Magie! Ou dessinateur très étourdi, à vous de juger. Et oui, je sais que ce personnage a un nom, mais c'est clairement Souris Indiana Jones. Lui, par contre, il est pas doublé par Francis Lax. Wilbur atterrit n'importe comment via une scène gaguesque qui s'étend pour rien. Ouais, on regarde bien Bernard et Bianca. Et Souris Indiana Jones décide de jouer aux dames d'une autre manière. Je suis votre serviteur. Ouh, quel homme galant. Permettez-moi de vous débarrasser. Ouh, qu'est-ce que je m'en tape! Autant résumer ça maintenant, on va avoir cette sous-intrigue sans intérêt où Bernard ne trouvera pas l'occasion de demander sa main à Bianca, sachant que t'as pas eu le temps de le faire durant tout le voyage vers l'Australie. Devait pas y avoir grand-chose pour t'en empêcher à ce moment-là. Et donc ce pseudo-triangle amoureux qu'ils instaurent où Souris Indiana Jones se drague Bianca, ça déprime Bernard, gna gna gna, c'est rasoir. Ça plombe le récit, on aurait totalement pu s'en passer, et on sent que vous rajoutez ça pour trouver de quoi vous centrer un
un tout petit peu sur nos souris qui sont totalement mises au second plan dans le gros de l'histoire. Après, je leur concède de ne pas être partis sur des poncifs trop gras. Bernard et l'autre ne vont pas jusqu'à comparer la taille de leur queue de façon trop rentre-dedans, et Souris Indiana Jones se lâche l'affaire sans faire de gros drames à la fin. Nos personnages se comportent de façon assez contenue là, et ça aide à ne pas rendre ça affreux. Wilbur se déboîte le dos, ce qui mène à une autre scène gaguesque qui s'étend pour rien. Je ne suis vraiment pas dépaysé. Mettez double dose. Non, non, je suis pas prêt. Non, par pitié, vous n'avez pas le droit. Oh, ça, non, c'est la cruauté C'est encore plus frustrant que dans le premier film, car au moins dans le premier film, je ne me disais pas « Ah, pourquoi il gâche une si jolie animation pour ce genre de merde ?» Et notre trio part en passant d'un écureuil volant à un serpent à des lucioles. Décidez-vous, merde! Vous faites une étude comparative sur tous les moyens de transport du coin? Direction l'antre de McLeish où Cody se voit enfermé avec un tas d'animaux colorés qui sont tous vivants, contrairement au papa aigle qui l'a tué. C'était un cas exceptionnel où il avait plus de valeur mort. Toi déguisé en portefeuille, toi en ceinture à boucle. Ok, si c'est vraiment ça le but, je repose la question. Pourquoi est-ce qu'il vous laisse encore en vie? Si on réfléchit tous à la question, on trouvera bien un moyen. Un moyen. Oui. Qu'est-ce que tu as? Je sens quelque chose venir. Oui, ça vient. C'est une migraine. Oh, sur la capucine, les gars, pas de pas chez nous. Quand on marche la voici, mais ce n'est pas pour nous. Oui. Ah, des lacets. Ah oui, des lacets. Oui. Je pousse un petit peu, je tire vers l'arrière, je pousse vers l'avant, je tourne vers l'avant. Oui. Est-ce que quelqu'un va se décider à l'assommer? Merci. Bref, leur plan ne mène à rien, et de toute façon, c'est McLeish qui fera sortir Cody plus tard. Perte de temps. Mais avant, il y a un moment gaguesque entre lui et son varan qui s'étend pour rien. Puis le varan et son cousin attardé hyperactif ont une scène gaguesque qui s'étend pour rien. Il y a un ratio 50% perte de temps obligatoire à respecter dans chaque film Bernard et Bianca, apparemment. C'est peut-être pour ça qu'ils ont pas pu faire de troisième opus, ils tombaient à court d'idées concernant le remplissage gaguesque inutile exigé. Bref, c'est donc là que McLeish met son plan en place, où il relâche Cody en lui faisant croire que la maman aigle est morte afin qu'il se rende à son nid pour veiller sur ses œufs orphelins, ainsi il n'aura qu'à le suivre pour trouver l'endroit. Tu vois, je ne suis pas allé jusqu'au certificat d'études pour rien. Un plan plutôt malin sur le principe, s'il y avait un léger détail à prendre en compte. Et t'es au courant que t'as kidnappé le gamin et que ça a alerté les autorités, on le montre clairement. Alors qu'est-ce qui l'empêche, avant de se rendre au nid, d'aller les prévenir sur tes exactions et l'endroit où tu te trouves? À ce moment-là, tu serais bien baisé, mec. Mais heureusement pour notre méchant, Cody n'en a rien à branler d'aller retrouver sa pauvre mère qui le croit mort et fonce direct au nid comme un débile. Mais Bernard et Bianca, ah oui c'est vrai, c'est censé être leur film, ont suivi le camion de McLeish et viennent prévenir le garçon. Malheureusement trop tard, car la maman se fait capturé et Cody suit le mouvement. Ce garçon a un rapport au danger très nonchalant, hein. Tous les Australiens sont comme ça. Ça devrait faire des lustres qu'il devrait s'être écrabouillé au sol. Au secours, je glisse! J'ai de la chance que cette corde se soit enroulée comme ça autour de mon pied. Tout le monde finit par se faire mettre en cage, sauf Bernard qui est resté derrière. Tu veux manger 3 bons gros œufs d'aigle royal, c'est ça? Je pourrais très certainement les faire couver à terme pour avoir 3 aigles supplémentaires à vendre, mais je suis complètement con! Fort heureusement, Bernard a pu subtiliser les œufs pour les remplacer par 3 pierres qui ont exactement la même forme. Mais bien sûr, les pierres en forme de gros œufs, ça se trouve à la pelle dans les bords de crevasses de 2 mètres carrés. Donc ouais, le varan par bredouille, et juste après... Les filles, je suis là. Wilbur passe par là comme par hasard. Vraiment, il est là à ce moment-là alors qu'il n'avait aucune idée d'où se rendaient nos héros. L'Australie est tellement petite. Cela étant, c'est une bonne chose puisqu'il va permettre à Bernard de rattraper les autres, ou bien il va rester là pour couver des œufs. Eux qui, on l'a montré, peuvent tenir le coup à un certain moment sans ça. Non seulement cette réapparition est amenée avec le cul, mais elle sert à rien. Vous n'avez pas le droit de faire ça! Je dirai tout! Recherche et vous irez en prison! Avec quelle pensée? Ah bon!
Bref, comme apparemment il n'a aucun moyen immédiat de rattraper le camion, Bernard y va à pattes avant de faire du stop façon agressive. Vous allez m'emmener sans rechigner dans la joie et la bonne humeur. Et J'ai mis un 3 sur 10 à l'écureuil, un 2 au serpent et un 4 au luciole, on va voir si vous dépassez la moyenne. Bon, on va un peu s'étendre sur le positif quand même. La scène où Bernard arrive à la rescousse est assez forte en tension. On voit qu'il doit la jouer fine au départ pour arrêter Matlich et sauver les autres. Et toute l'action qui s'ensuit est plutôt riche en suspense, avec beaucoup de choses qui tiennent littéralement à un fil. La fin du grand méchant s'enclenche de façon un peu expédiée, malgré son sort assez marquant, et je n'aurais vraiment pas été contre que cette scène s'étende sur 1 ou 2 minutes de plus. Je comprends qu'ils avaient d'autres priorités, mais ça reste une apogée très satisfaisante. En revanche, je n'excuse pas qu'ils aient expédié la conclusion. Bernard fait sa demande en 5 secondes, il vole vers la lune, merci, au revoir. Désolé, mais pour moi ça renvoie que vous n'en avez rien à secouer de ce que deviendront vos personnages. On revoit même pas les animaux capturés, la mère de Cody ou sa fine équipe de départ, on s'en tamponne le coquillard de cela. Merde, même si c'était expédié, au moins on montrait comment les personnages finissaient à la fin du premier film. C'est important de faire un épilogue un peu développé pour montrer qu'on se soucie de notre création et qu'on a une pensée pour ce qui se passe après. Mais j'imagine que c'était plus important de faire un gang de merde. Ah non, non, vous restez dans vos coquilles, sinon je me fâche tout rouge. Leur mère doit pas être très pressée de le retrouver. Je comprends pourquoi ce film est souvent oublié dans le second âge d'or Disney. Il a le même gros souci que le premier film, une mise en scène régulièrement puérile qui se perd trop souvent dans le gag de remplissage intrusif. Mais finalement, la différence entre ce film et son prédécesseur se résume à 2 points qui pourraient plus ou moins se contrebalancer. Le trait assez grossier du premier film empêchait une immersion forte dans le dessin, alors que l'animation du second film est sublime et vous agrippe la rétine. Mais Bernard et Bianca 1 a des enjeux notablement plus percutants. On suit les mésaventures d'une pauvre fille qui se fait maltraiter et dont on souhaite voir le bonheur à la fin. Alors que dans Bernard et Bianca 2, c'est juste « Wow, le gros méchant braconnier veut faire du mal aux animaux, il faut l'empêcher d'agir !» C'est très basique, aucun personnage ou problématique n'a de vraie profondeur. C'est bien simple, en dehors de l'animation, je ne discerne rien là-dedans qui distingue ça d'une suite Disney Toon en termes de ton. Et comme vous avez sans doute remarqué depuis le temps que je préfère le fond à la forme, ça signifie que le premier film est légèrement supérieur pour moi. Mais cette suite reste correcte. Ah, ça fait du bien de défoncer un peu les vieux classiques. Je pense que ce sera encore plus fun d'en démolir un nouveau. À la prochaine et nourrissez-moi de votre rage.